Je suis Chloé Morin, politologue. Je suis chargée d'introduire cette session intitulée « Dépasser les communautarismes ». Et ensuite, je passerai la parole à Séverin Husson, qui est chargé d'animer cette session. Alors, quelle serait une définition du communautarisme? La tentation du repli sur soi dans les périodes tendues de notre histoire, la création de groupes humains avec chacun ses codes, ses propres règles, souvent sa religion, voire ses lois qui viennent concurrencer celles de la République. Se retrouver avec les siens peut être un réflexe salutaire dans les moments de péril. Mais le corollaire du communautarisme est trop souvent le rejet du système, le rejet des autres, de l'autorité de l'État, pouvant aller jusqu'à l'affrontement. Devons-nous donc parler d'évolution ou de dérive? Le phénomène a été observé outre-Atlantique. Le melting pot, synonyme de convergence vers une seule identité américaine, s'est mué en salad bowl, les différents groupes coexistant sans se fondre, au nom d'un multiculturalisme éloigné des idéaux des pères fondateurs des États-Unis. Le sujet du communautarisme est aujourd'hui omniprésent au sein de la société française. C'est le président Jacques Chirac qui, le premier, a mis le mot sur la place publique le 29 janvier 1998, il y a plus d'un quart de siècle, lors de son discours de Mulhouse sur le rattachement de l'Alsace à la France. Je cite : « La France n'est pas et ne sera jamais une mosaïque de communautés juxtaposées, le champ clos de gens qui s'ignorent ou qui s'affrontent. Notre pays est un, le communautarisme n'a pas sa place. » L'ancien président avait alors fait le constat que l'intégration à la française donnait des signes de faiblesse, mais il voyait dans ce communautarisme une remise en cause des fondements de notre pacte social. L'équation est donc simple. Les uns le rejettent parce qu'il est synonyme à leurs yeux de négation de notre modèle républicain. Les autres le défendent parce qu'ils y voient le seul moyen de faire entendre les minorités discriminées ou méprisées. Ce débat a donc pour ambition de voir s'il faut s'inquiéter du phénomène et surtout, quels sont les moyens pour tenter d'y répondre. Politique publique, éducation, culture, affirmative action et représentation de la diversité, par exemple. Je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci Chloé. Il y a beaucoup de choses dans ce que Chloé Morin a dit, notamment l'évolution aux États-Unis, passer d'un rêve de melting pot à celui de multiculturalisme. On reviendra sur ce terme. On regardera aussi si effectivement cette évolution est dupliquée dans notre vieille Europe. Et puis, évidemment, on s'attachera aux solutions, aux outils que nous avons pour répondre à tout ça. Avant de vous présenter les invités, j'ajoute juste un tout petit mot sur le mot de communautarisme pour souligner que c'est un mot piégé. Chloé a cité le président Chirac. Moi, je vais citer Emmanuel Macron, qui, quand il a voulu s'attaquer au phénomène en 2021, a choisi de ne pas appeler sa loi sur le communautarisme, mais loi sur le séparatisme. C'est pas un hasard. Séparatisme est un mot qui est plus franchement connoté négativement. Le communautarisme, on ne sait pas exactement entre désir d'appartenance légitime à une communauté et le communautarisme qui, au nom du communautarisme, on revendique éventuellement de nouveaux droits, une nouvelle organisation politique. Donc toute la difficulté, et on s'attachera dans cette table à tracer la frontière entre appartenance légitime à une communauté et communautarisme. Voilà, je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Séverin Husson, je suis journaliste à La Croix. Si vous me permettez 10 petites secondes de promotion pour dire que le site du journal, lacroix.com, est en accès libre jusqu'à mardi. Donc si vous ne nous connaissez pas ou nous connaissez mal, n'hésitez pas à y faire un tour. Tout est gratuit, exceptionnellement. Voilà, donc nos invités pour répondre à ces questions compliquées. On a la chance d'avoir un panel très international, donc on va pouvoir regarder avoir des expériences à l'étranger, et puis regarder depuis l'étranger ce qui se passe en France. À côté de moi, Bintou Traoré. Alors, je reprends mes notes, pardon. Bintou Traoré, vous êtes féministe africaine.
ivoirienne plus précisément. Vous êtes journaliste aussi, vous avez fait plein de choses, vous avez fondé la Ligue ivoirienne des droits de la femme, et vous nous partagerez votre regard sur ces questions, justement comme femme, comme féministe africaine. Merci. À côté de vous, Christophe Leribaud, vous êtes président du Château de Versailles, vous avez travaillé au musée d'Orsay, vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis, vous avez travaillé au musée du Louvre, et j'en passe. Donc avec vous, on parlera évidemment du rôle de la culture, comment la culture peut nous aider à apaiser tout ça. Encore à côté de vous, Tabata Bull, vous êtes membre de la Première Nation Nipissing au Canada, vous êtes PDG du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, peut-être vous nous direz exactement de quoi il s'agit, et puis vous avez été désigné PDG de l'année 2022 par la Chambre de commerce de l'Ontario, et vous êtes, d'après ce que j'ai compris, dans les 100 lobbyistes les plus influents du Canada quasiment tous les ans. Et enfin, à côté de vous encore, Christopher Caldwell. Vous êtes journaliste américain, vous avez travaillé dans les revues les plus prestigieuses anglo-saxonnes, les revues et les journaux les plus prestigieux, notamment le Financial Times ou le New York Times, où avez travaillé peut-être. Je précise un livre que vous avez publié, alors qui date un petit peu, mais enfin qui résonne avec notre table. Vous avez publié en 2011 « Une révolution sous nos yeux, comment l'islam va changer la France et l'Europe ». Voilà, on va commencer peut-être avec vous, Christopher Caldwell. Alors, ce terme de multiculturalisme qu'a employé Chloé pour définir la situation aux États-Unis, est-ce que vous le reprenez à votre compte? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu cet historique très rapidement depuis ce rêve du melting pot à la situation d'aujourd'hui aux États-Unis? Oui, ça m'intéresse. Je n'aime pas le terme multiculturalisme parce que je crois que c'est une histoire compliquée, mais le multiculturalisme a une longue histoire qui est plus politique que culturelle. Et je pense que ça remonte aux lois des droits civiques des années 60. Mais j'ai trouvé très intéressant ce que Chloé vient de dire, parce que j'étais en France pendant les années 90. Elle parle de Jacques Chirac, etc. C'était juste à cette époque, pendant l'époque de la cohabitation Chirac-Jospin. Je me souviens d'avoir visité à Place Beauvau, quand Jean-Pierre Chevènement était le ministre là-bas. Et j'ai parlé à un adjoint au sujet de l'immigration musulmane en France. Et je lui ai demandé, est-ce possible qu'on considère la discrimination positive? Et il m'a dit, ça saute aux yeux que vous comprenez très mal le système constitutionnel français. Car pour nous, c'est impossible. Ça n'existe pas, un tel communautarisme. Mais maintenant, nous voici. Je ne veux pas intervenir trop dans votre politique, qui n'est pas le mien, mais j'aimerais parler un peu de la situation aux États-Unis. Les États-Unis, d'une certaine façon, inventé ces questions. Nous avons une longue histoire d'essayer de gérer la diversité, en commençant avec notre guerre civile pendant le 19e siècle. Et après la guerre civile, nous avons eu des questions très compliquées, très vexées de comment c'était pas assez d'abolir l'esclavagisme, mais l'esclavitude, mais aussi d'insérer les gens libérés, de créer une société plus inclusive. Donc, on a eu beaucoup de réussites, on a eu beaucoup d'échecs, on a eu de la ségrégation longtemps. Finalement, dans les années 60,
On a eu les lois des droits civiques. Dans les années 70, ce qui est d'un certain égard encore plus important, nous avons créé tout un corpus de jurisprudence sur le sujet de comment faire de l'inclusion. Donc nous avons poursuivi cette politique à la longue durée, à la différence de la plupart des pays en Europe. La France étant une exception partielle. Mais ce que j'aimerais remarquer aujourd'hui, c'est que c'est un problème qui est toujours plein de paradoxes. Nous avons parlé de promouvoir l'inclusion, disons, de combattre l'exclusion et de promouvoir la diversité. Mais nous avons trouvé que dans beaucoup d'instances, et possiblement dans la plupart des instances, les deux buts qui sont très admirables en isolation, ils vont à l'encontre l'un de l'autre. Souvent, construire la diversité, ils vont à l'encontre l'un de l'autre, la diversité et l'inclusion. Et on peut le discuter un peu plus tard. Merci. Alors oui, c'est une piste intéressante. La diversité et l'inclusion sont antagonistes. Tabatabulle, peut-être dites-nous comment les entreprises peuvent participer à améliorer cette inclusion de communautés diverses. Vous êtes issu des Premières Nations canadiennes. Dites-nous ce que vous mettez en place au sein du Conseil canadien pour le CCAB. Dites-nous ce qui est mis en place pour justement inclure davantage les minorités. Miigwech, thank you. And thanks for the... Merci pour l'opportunité qui m'a été donnée d'être parmi vous. C'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de participer aux rencontres économiques d'Aix, mais aussi de pouvoir parler de ces différentes thématiques, de la pauvreté, de l'égalité des femmes. Moi, je suis ingénieure femme et je remplis beaucoup de cases. Mais j'ai pas toujours une voix, j'ai pas toujours voix au chapitre et on ne m'entend pas toujours. En tant qu'agent d'inclusion, c'est un sujet très important. On prend en compte non seulement l'impact de nos inquiétudes, nos sources d'inquiétudes importantes, comme par exemple le changement climatique, les ressources pour ces communautés qui ont été exclues et colonisées. Et il y a aussi les opportunités auxquelles leur manque. Il y a aussi des économies interconnectées, des économies diversifiées, une chaîne de société qui inclut, qui entraîne beaucoup plus d'exclusion, plus qu'avant. Mais il faut faire attention à l'utilisation des termes dans l'espace. Toutes les communautés qui cherchent à avoir une égalité ont leurs propres expériences, leurs propres histoires, au-delà de l'idée de race. Lorsqu'on parle d'inclusion, il faut apprendre les termes, il faut comprendre ces communautés. Comme au Canada avec les populations autochtones. L'inclusion nécessite que tous les peuples soient valorisés, qu'ils puissent faire partie d'une société avec succès. Il ne faut pas faire d'erreur. L'égalité et l'équité sont deux choses différentes. D'un point de vue économique, il faut comprendre que ces perspectives uniques enrichissent la culture sociale. La recherche démontre toujours que une société diversifiée avec des équipes multiculturelles s'adapte mieux et peuvent être meilleures face à leurs concurrents.
Il y a un besoin de soutien, d'inclusion, de structure pour faire en sorte que les femmes soient incluses, pour qu'elles s'épanouissent parce qu'elles ont souvent une intelligence émotionnelle qui peuvent être bénéfiques à l'économie. Il y a aussi l'impact pour les populations autochtones. Moi, je suis une Canadienne fière de l'être, mais aussi je fais partie d'une population autochtone des Premières Nations du Canada. Et c'était un droit pour les populations autochtones de vendre des biens de consommation au début, mais il arrivait aussi que si on était au premier niveau de la communauté, on pouvait être exclu et séparé de nos familles à l'époque. Nous sommes la population qui grandit le plus. Nous avons un taux de croissance de commerce 9 fois plus élevé que les autres dans notre pays. On a entendu souvent que l'économie prospère partout, à tous les niveaux, pour essayer d'avoir du succès au Canada. Le commerce doit jouer un rôle important pour pouvoir favoriser l'inclusion des communautés. À la CCAB, nous avons un système de certification, de labellisation, afin de fixer des objectifs, de mesurer si ces communautés, justement, atteignent ces objectifs-là. Il s'agit en fait d'intégrer la réflexion sur la manière dont les sociétés peuvent inclure les communautés autochtones. Ça s'inclut et c'est perméable aussi pour les consommateurs, les chefs d'entreprise et tout le tissu économique. Et ce programme, en fait, dépasse de 80 points de base les attentes fixées. Il y a aussi des partenariats avec la pêche, avec l'ingénierie, et la propriété des populations autochtones permet une viabilité, permet des projets sur le long terme et bénéficie aux deux partenaires. Il ne s'agit pas simplement un mot en l'air, il s'agit aussi de décisions commerciales, stratégiques qui permettent la croissance. Les sociétés attirent des talents de haut niveau avec une réputation élevée. Ça bénéficie à leur société, ça permet une stabilité pour leurs projets. En tant que leader, nous jouons un rôle crucial dans la mise en place de pratiques pour la prospérité économique. Nous avons une voix au chapitre. Les communautés souvent ne sont pas invitées à cette table-là. Et cela souligne l'importance que l'inclusion des communautés peut avoir sur la prospérité économique dans le secteur public et le secteur privé. Merci. Peut-être Christophe Leribaud, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit? Et puis, comme finalement représentant citoyen français dans cette table, est-ce que vous voulez vous faire le défenseur, j'allais dire, de l'universalisme et de notre tradition universelle? En quoi il faut garder malgré tout cet élan universel? Je parle en plus depuis Versailles, hein, ce qui suppose un petit retour au XVIIIe siècle pour être un peu corporate, parce que je crois qu'au face justement au communautarisme qui était très fort dans une Europe qui était très morcelée, des États bien sûr, mais aussi des provinces, très morcelées aussi avec une société très hiérarchisée, la noblesse, le clergé, etc. Je ne fais pas une grande fresque sur des heures, mais quand même, c'était une situation extraordinairement, il y a les corporations, etc., très morcelée, et les philosophes des Lumières ont vraiment voulu développer cet universalisme pour dépasser tout cela et trouver une raison partagée par tous, donc au-delà des particularismes. Bon, et qui, bien sûr, tout ça a son origine dans la pensée grecque. Ça s'appuie notamment sur l'expérience des voyages, parfois une vision aussi de l'exotisme un peu caricatural, hein, bien sûr. Mais quand même, l'aboutissement, c'est quand même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, cette conception universaliste a été remise en cause comme étant finalement un particularisme comme un autre, celui de la vieille Europe. Et pire, il a pu servir effectivement de terreau à l'impérialisme ou à la colonisation pour, entre guillemets, éclairer le monde, imposer nos valeurs. Mais est-ce qu'il faut pour autant y renoncer, d'autant que, par exemple, Jean-Jacques Rousseau pourrait totalement être utilisé contre toutes ces utilisations qui a été faites au XIXe siècle de cet universalisme un peu trop conquérant, alors que c'était le résultat d'une longue maturation, d'une situation, dont je disais, européenne, qui était tellement fragmentée, et
que ces philosophes ont voulu trouver une solution pour sortir par l'euro, tellement l'Europe est au croisement depuis toujours hein, de tant de tendances différentes. Donc ils ont essayé de créer des valeurs pour un vivre ensemble qui dépasse l'enchevêtrement des choses. Alors, pour défendre ma paroisse, donc les musées et la culture, je pense que les musées offrent des représentations du monde, des mondes différents géographiquement, mais aussi temporellement, bien sûr, parce qu'on montre des civilisations de toute l'époque, et finalement offrent la possibilité de découverte, de rencontre des autres, par l'émerveillement d'abord des œuvres d'art, et puis ça devient aussi évidemment un lieu possible de réflexion. Alors je sais bien que les musées répondent à des codes, que tout le monde n'y va pas, on essaie quand même d'y attirer le plus possible de visiteurs. Mais je crois que pour moi, il n'y a pas un choc des cultures, mais un choc des incultures. Et que pour ça, et c'est un danger selon moi, le repli sur les seules communautés. Même si on a raison aussi de vouloir être fier d'où on vient, mais ça n'empêche pas de regarder ce que font les autres. Donc on fait tout à Versailles et dans les musées en général et dans le monde de la culture pour attirer aussi le plus possible de jeunes. Alors, à Versailles, c'est pas pour vanter seulement notre ancêtre Louis XIV, ça marche pas en plus pour 80% de nos visiteurs qui sont étrangers et au-delà. Mais montrer au contraire un creuset de talents, un monument, des jardins qui ont été élevés avec des architectes et des paysagistes, des fontainiers, des peintres, des musiciens qui étaient aussi bien italiens ou des ébénistes allemands ou espagnols ou français. D'ailleurs pour des rois qui étaient complètement multiculturels, si je puis dire, hein, compte tenu de toute la généalogie des Bourbons. Et puis Versailles, c'est aussi la salle du jeu de paume dans la ville, la salle où a eu lieu le serment du jeu de paume. C'est aussi la salle du Congrès, où il y a encore 4 mois, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ont pu voter un amendement à la Constitution dans une quasi-unanimité. On a du mal à penser que c'était il y a 4 mois seulement, mais voilà, donc c'est un lieu, je pense, Versailles et les musées en général, d'émerveillement, mais aussi de prise de conscience de la diversité du monde. Et que, à la fois, on peut être très fier que si on a des musées qui sont évidemment très consacrés à telle ou telle civilisation, on peut être très fier de s'y retrouver, mais c'est formidable de l'ouvrir à d'autres et de pouvoir expérimenter cette diversité. Donc dépasser l'universalisme un petit peu trop conquérant peut-être du 19e siècle, mais ne surtout pas l'abandonner. Je pense que c'est quand même le socle pour nous retrouver tous, comme aujourd'hui. Merci Christophe, je pense que ça peut résonner avec ce que vous allez nous dire, Bintou Traoré. En quoi, vous pouvez nous expliquer en quoi la prise en compte des identités particulières, des différences, peut permettre de réconcilier les communautés. Et puis, je vous propose d'illustrer ça tout de suite avec ce qui peut se faire au niveau des médias. Merci. Je viens de Côte d'Ivoire et je suis communautariste. J'aime passer du temps avec les personnes qui me ressemblent, j'aime passer du temps avec les miens, j'aime passer du temps avec les personnes qui ont la même culture que moi. Ça me fait me sentir bien. Et pour moi, le fait de savoir que j'avais ce côté communautariste, le fait justement de comprendre que j'aimais être celle que j'étais, que j'aimais mon identité, ça m'a plus permis d'aller vers les autres. J'ai passé beaucoup de temps à voyager, j'ai fait mes études en France, à l'École supérieure de journalisme de Paris, et j'ai beaucoup adoré. Et quand je suis arrivée, c'était quand même un peu difficile pour moi de m'intégrer parce que je rejetais beaucoup ce que j'étais, je rejetais beaucoup ce que je ressentais. Mais quand j'ai commencé à plus m'accepter, j'ai commencé à plus aller vers les autres. Je pense que communautarisme et universalisme, malgré l'antagonisme qu'on veut créer entre ces deux mots qui peuvent vraiment se rejoindre. Je pense qu'on peut aller au-delà du communautarisme. Je pense qu'il n'y a que quand on accepte certaines différences qu'on peut aller vraiment vers une société
plus réunis. Évidemment, je crois au fait que quand on vit dans un État, quand on vit dans une société, il faut effectivement respecter les lois de ce pays. Mais je ne crois pas au fait de gommer, par exemple, toute différence, etc. Le monsieur l'a dit et j'étais d'accord avec lui quand il a parlé, par exemple, de l'universalisme du siècle passé. Il a parlé, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme. Et même là encore, ça n'incluait pas les femmes. Il a fallu encore que Olem de Gouges vienne avec la Déclaration des droits de la citoyenne, je crois. C'est-à-dire que ce soit du côté du communautarisme, on a des personnes du communautarisme qui se braquent vraiment dans un certain aspect, qui ne veut pas faire un pas en avant. Et on a des personnes aussi du côté de l'universalisme aussi qui essaient de faire croire que l'universalisme aussi, la question que je me pose souvent est, on parle d'universalisme, mais quelles sont les valeurs? Est-ce que c'est un consensus? Je pense que nous sommes plus dans un monde de globalisation. Aujourd'hui, si on parle d'universalisme, je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir le débat. Il faudrait vraiment réfléchir tous ensemble. Quelles sont les valeurs qu'on voudrait mettre dans cet universalisme? Parce que, heureusement, nous ne sommes plus au 19e siècle. On a beaucoup de choses qui sont passées. Par rapport aux médias, moi, par exemple, qui travaille dans les médias, avant, j'étais devant la caméra et après, je suis passée derrière la caméra en tant que journaliste, reporter d'images parce que je me suis dit que c'était très important que je puisse montrer ma perception. Je me suis dit, au lieu de me plaindre du fait qu'on dépeigne les personnes, un mot que je n'aime pas vraiment, racisé, d'une certaine façon, il faudra peut-être que moi aussi, je prenne aussi que je passe derrière la caméra pour pouvoir vraiment montrer cette vision. Pour moi, il y a clairement une vision caricaturale. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est montré envers les personnes racisées, ce mot que je n'aime pas, est forcément faux. Mais je pense qu'à une certaine époque, heureusement, aujourd'hui, ça a évolué parce que les médias, on a aujourd'hui une pluralité de médias, on peut avoir un différent point de vue. Évidemment, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs représentations, surtout fidèles à la réalité des personnes noires, des personnes arabes, des personnes blanches, des personnes françaises, etc. Dans ce sens-là que je pense que les médias ont un rôle très, très, très éducatif et vraiment un rôle, en fait, de sensibilisation par rapport déjà à la perception qu'on montre des personnes, après par rapport au traitement de l'information. Je crois au fait que l'information est sacrée et que le commentaire est libre. Mais quand on arrive dans certains médias à un travestissement d'information, je pense que c'est plus là que se pose le problème. Je pense que les médias doivent aller vers une certaine diversité parce que de ma perception, la France aujourd'hui, c'est un pays effectivement avec sa culture, avec ses traditions, avec ses valeurs, avec son identité, mais avec une pluralité de personnes. Et c'est en ce sens-là que je pense que les médias doivent vraiment refléter cela. Peut-être... Si on reste un instant sur les médias, parce que je pense que la situation est tout à fait différente aux États-Unis ou au Canada. Tabata Bull, est-ce que vous voulez nous dire un mot de la façon dont les médias peuvent participer à aplanir ces différences et à réconcilier les communautés? Très bien, merci pour la question. Au Canada, comme je l'ai déjà dit, nous avons notre histoire avec les peuples autochtones et les gens s'en rendent compte maintenant. Récemment, on a eu la confirmation où il y avait des écoles où les élèves dormaient sur place. Et ça a pris beaucoup de place dans les médias. Et ça continue aujourd'hui. Les médias ont maintenant oublié tout cela, ils sont passés à autre chose. Il me semble qu'il y a des stéréotypes adoptés par les médias. Certaines histoires sont identifiées et sont favorisées peut-être. On choisit les histoires qui vont attirer un lectorat. Donc les autochtones peuvent être la matière. Peut-être que les médias préfèrent raconter d'autres histoires, mais il y a certaines communautés qui travaillent sur les infrastructures, qui souhaitent faire partie de cette économie. Très fréquemment, on entend dans les médias les histoires, que les histoires intéressantes qui vont attirer un lectorat. Et donc, on est un peu cloisonné dans un stéréotype et ce ne correspond pas à la réalité. Acteur qui peut participer à
à cette politique. L'État, est-ce que vous voulez nous dire, vous me disiez quand on préparait cet entretien que dans certains États américains, lorsque des communautés qui étaient autrefois majoritaires sont devenues minoritaires, ça a créé une forme de désordre. Est-ce que vous voulez nous développer cette idée et puis revenir sur la politique qui peut être menée par les États? Oui, il y a, comme j'ai dit, je crois qu'il y a plusieurs paradoxes dans ce sujet. J'ai été frappé par ce que Tabitha a dit il y a plusieurs moments au sujet de la vraie différence qui est impliquée dans la diversité. L'universalisme implique l'égalité. C'est compliqué en pratique, mais en principe, c'est une question légale. On fait les lois pour l'égalité, etc. La diversité est quelque chose de très différent. Il y a des communautés spécifiques qui ont leur spécificité. Et donc, un État doit traiter ces personnes différemment. L'État allemand est redevable aux Juifs dans une façon différente qu'il n'est redevable aux gays ou aux immigrés ou à n'importe qui. Et c'est très facile c'est très facile de s'embrouiller dans la différence entre les devoirs historiques tels que les États-Unis ont envers leurs Noirs et les devoirs de principe, ces devoirs d'égalité. Donc, dans notre pays, nous avons créé des lois pour réparer, pour restituer certaines injustices dans les années 60. Pour les Noirs, c'est une chose, c'est une spécificité américaine. Mais en le faisant, nous avons créé un système de gouvernement, un nouveau système de gouvernement qui a été très utile pour gérer plusieurs questions des droits pour les gays, pour les femmes, pour ceux qui parlent une autre langue. Donc, on peut se demander, est-ce légitime utiliser ce système de lois qui sont faits pour une espèce d'urgence historique? Est-il équitable de les utiliser pour des fins qui ne sont pas liées à la culpabilité historique? Donc, ce qui monte, c'est l'impression que ce système soit surutilisé à des fins qui n'étaient pas à l'origine du système des droits civiques. Et ça crée des complications dans les États où une ancienne majorité, l'État de Californie est le plus grand exemple, où une ancienne majorité devient minoritaire. Il commence à revendiquer ses propres intérêts dans le langage des droits civiques. Vous voulez dire, c'est avec l'arrivée d'hispaniques pour la Californie? Pour la plupart, mais il y avait d'autres immigrations en Californie. Oui, maintenant, les Blancs en Californie sont minoritaires. Les Blancs non hispaniques, disons. Merci. Christophe Leribaud, peut-être, est-ce que vous voulez réagir à ça et à la politique qui peut être menée ici? Vous avez parlé de l'universalisme et du rôle de la culture.
Est-ce que, voilà, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Christopher? Je pense qu'à l'image des États-Unis, il y a beaucoup de combats, de communautés en France, hein, pour des raisons politiques, identitaires. Enfin, il y a 1000 combats possibles qui ont amené à des avancées tout à fait importantes, mais qui ont amené aussi à une certaine caricature, qui a bloqué aussi beaucoup de gens en France. On le vit actuellement pour des raisons politiques, peut-être parce que ces avancées ont été très mises en avant au lieu d'être plus graduelles, et on risque d'avoir un retour de balancier. Je pense que c'est évidemment important qu'il y ait des combats qui soient portés par différentes personnes, communautés, etc. Mais le plus important, c'est d'expliquer la complexité du monde, la complexité des choses, que rien n'est simple, tout est une construction, qu'il n'y a pas... bon, le militantisme, c'est bien, mais ça a un risque. Et qu'il faut parfois être un petit peu plus fin, et ça peut être le rôle de l'éducation, le rôle de la culture, le rôle des médias ou des politiques, d'expliquer un petit peu comment on en est arrivé là, et comment les choses peuvent être plus raffinées, comment on peut faire avancer en expliquant un peu que tout le monde prenne conscience de la profondeur, la complexité des choses. Et on est revenu un petit peu trop dans un système un peu de médias sociaux, on est pour, on est contre, c'est oui, c'est non, alors que c'est tellement plus intéressant ensuite et pour mieux comprendre l'altérité, d'aller un petit peu plus en avant, de ne pas être nous-mêmes rengorgés dans nos certitudes, qui sont quand même toujours des constructions. C'est ce manque de profondeur qui m'inquiète assez. Merci. On peut passer peut-être aux questions de la salle. On a choisi, je ne l'ai pas dit en introduction, de se tenir un peu éloigné de la situation politique brûlante qui a quelque part quelque chose à voir avec le sujet de ce débat. Mais voilà, on va quand même prendre quelques questions de la salle. Alors j'en vois une ici devant. Peut-être qu'on peut apporter un micro. Merci. Au premier rang, oui. Oui, nous vivons des temps sombres, des temps de régression identitaire, aujourd'hui qui peuvent conduire à des oppositions coûteuses en termes humains, en termes économiques, en termes sociaux. Et je crois que ça nous impose une certaine urgence. Et l'urgence d'aujourd'hui, elle passerait peut-être, si la période électorale ne s'achève pas de façon tragique, à promouvoir sans doute un ministère de l'intégration et peut-être effectivement qui soit fondé sur la coexistence des cultures pour impulser une politique en matière éducative, pour intervenir dans les médias et aussi dans l'entreprise. Alors c'est plus une remarque qu'une question. On a eu un ministère il y a quelques années de l'identité nationale. Vous proposez un ministère de l'intégration. C'est une autre piste. Est-ce que ce type de ministère existe aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire? Non, en Côte d'Ivoire, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on est plutôt quand même homogène au niveau de... Enfin, il y a moins de disparités culturelles qu'ici, je pense, par rapport à notre histoire et tout. Au Canada, est-ce que le besoin s'en fait ressentir? En fait, nous avons un ministère qui se concentre sur les peuples autochtones, mais c'est une question d'assimilation et le fait d'enlever les différentes cultures. Mais ce ministère-là existe pour soutenir les communautés autochtones tout en reconnaissant leur culture et leurs avantages. Ce ministère-là analyse la politique de développement économique pour les communautés autochtones, mais il y a également un autre ministère qui travaille sur la femme. Donc c'est un ministère vis-à-vis de cette question des genres et des femmes. Et toute loi qui passe devant le gouvernement passe d'abord par une analyse du genre et des peuples autochtones pour comprendre l'impact qu'aura une loi sur les peuples autochtones et les femmes, par exemple. Donc, il y a des ministères qui existent. Il nous reste du pain sur la planche pour être sûr que les gens concernés sont invités à prendre la parole autour de la table. Donc, il y a du pain sur la planche, mais les ministères existent.
pas de ministère d'intégration, mais l'intégration, c'est très profondément ancré dans notre caractère national. En même temps, nous n'avons pas votre universalisme. Donc, c'est possible, en théorie, d'établir une communauté avec une langue différente ou bien sûr avec une religion différente, parce que très peu de gens ont changé leur... Nous avons beaucoup d'intégration, même assimilation, mais très peu de gens ont changé leur religion en arrivant aux États-Unis. Donc, ça passe un peu différemment. Nous n'avons pas d'un tel ministère, mais nous n'en avons pas éprouvé le besoin. Merci. Oui, madame. Ça marche? Oui. Oui. Monsieur, je voudrais savoir de quel ordre ont été les compensations de la part du gouvernement envers les populations noires massacrées du temps de... Voilà. Est-ce que l'Allemagne a donné de l'argent à des personnes juives, à cette communauté, en tout cas en France, au début des années 90. Je le certifie, parce que j'en avais dans ma famille. Et donc, voilà, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour réparer cette situation? Donc, le pierre de touche, c'est les lois des droits civiques de 1964. Et ça, on l'a fait plutôt par les cours, par le système judiciaire. Cette loi a permis de porter plainte contre des sociétés privées qui embauchaient d'une façon discriminatoire, mais aussi contre des instances publiques qui avaient des pratiques qui étaient inéquitables. On a dépensé beaucoup d'argent, mais pas spécifiquement ciblé par identité ou par communauté. Jamais, en fait. Ces lois ont été accompagnées d'un autre programme qui s'appelait le Great Society. C'est un nom qui rattrape plusieurs différents programmes, mais ça incluait la construction des appartements, certains programmes de l'État-providence pour des nourritures, pour de l'argent. Mais l'argent, donc, beaucoup d'argent a été prêté. Selon certaines estimations, des dizaines de, comme on dit en trillions en français, mais des dizaines de trillions de dollars, mais jamais ciblés par identité ni par communauté. Pour prolonger la question, peut-être est-ce que Tabatabulle au Canada, à l'égard des nations premières canadiennes, est-ce qu'il y a eu ce type d'aide aussi? En fait, il y a différentes manières. Les droits du peuple autochtone sont encadrés dans l'institution. Par exemple, si une entreprise est en train de se développer, ils sont obligés par la loi de travailler avec la communauté qui subit un impact. Alors, cela ne s'est pas produit récemment, c'est passé devant les tribunaux. Il y a eu des paiements en fonction. Il y a aussi des traités avec le gouvernement qui ont été signés. Le groupe auquel j'appartiens a un traité. Nous avons signé avec le gouvernement un accord qui nous donnait une compensation pour les ressources extraites de notre terre. Et on avait le droit de chasser, de pêcher sur cette terre. Et ce paiement était censé augmenter tous les ans depuis 1860, ce qui n'était pas le cas. Donc, nous sommes en train d'être devant les tribunaux pour résoudre ce problème avec le gouvernement fédéral pour un paiement pour faire en sorte qu'on avance sur ce plan.
Cela pourrait vouloir dire des milliards de dollars à être payés pour compenser des torts par le passé. Il y a d'autres demandes là où des terrains ont été confisqués sans contrepartie financière. Donc, ce sont des accords qui sont trouvés. Et un cas récemment, c'est les survivants de cette école que j'ai évoquée au début, et les enfants qui étaient kidnappés sans pouvoir rentrer chez eux. Donc, il y a eu des compensations à ce niveau-là également. Cet échange très, très intéressant. J'ai deux questions. Ma première question porte, c'est pour M. Caldwell, sur la politique du gouverneur Ron DeSantis en Floride. En particulier, je précise que j'ai écrit sa biographie et je voulais savoir quel était, selon vous, le backlash ou pas sur la DEI et CRT aux États-Unis. Où est-ce qu'on en était dans l'état du débat aujourd'hui, s'il vous plaît? Et une question pour Chloé Morin. Est-ce que vous pensez que libéralisme et communautarisme font bon ménage, finalement, puisqu'on est aux rencontres économiques d'Aix? Parlons un peu d'économie aussi, merci. Oui, je dirais que le backlash contre le DEI, diversité, équité et inclusion, comme on dit aux États-Unis, a été très, très fort. Mais comme j'ai dit, je crois qu'il a pris la façon le vote Trump, par exemple, c'est un exemplaire. C'est un peu avant la lettre parce qu'on n'a pas explicité ces programmes vraiment qu'après 2020, disons. Mais il y avait une culture de DEI encore déjà en 2016. Donc, il y a une backlash assez fort. Mais comme j'ai dit auparavant, je crois que le multiculturalisme est plutôt quelque chose de légal que de culturel. Et tous les mécanismes du DEI restent en place. Et je pense que nous avons parlé des changements sociétaires quand, par exemple, une majorité devienne minoritaire. Au cours des années, on a eu un glissement dans plusieurs de ces programmes qui sont devenus beaucoup plus ambitionneuses, comme par exemple la discrimination positive. Ils sont de plus en plus ressentis, mais ils restent là, ces programmes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de contestations, mais pas vraiment beaucoup de changements au niveau des programmes. Et sur votre deuxième question, je pense que le communautarisme doit être aussi vu comme, c'est ce que je disais tout à l'heure, un mécanisme de protection, et donc de protection qui peut être une protection culturelle, mais qui peut aussi être une protection contre l'insécurité économique. Et donc le fait finalement d'être arrimé à une communauté dans une économie qui est perçue comme de plus en plus dure, brutale, instable, avec des règles dont on ne comprend pas forcément quelles elles sont. Je parle évidemment des mécanismes de délocalisation, par exemple, qui sont vécus comme quelque chose d'injuste et de brutal par une bonne partie de la population. Le communautarisme peut être considéré comme un des amortisseurs en fait, du choc et un des éléments qui peut apporter à l'individu une reconnaissance qu'il ne retrouve plus dans le monde économique. Après, évidemment, moi, ce qui me frappe, c'est que les politiques de promotion de la diversité et de l'inclusion sont des politiques dont les entreprises s'emparent souvent, enfin, j'ai l'impression, davantage que l'État. En tout cas, c'est le cas en France, j'ai l'impression, surtout pour les entreprises internationales, avec des programmes qui vont parfois très loin. Et donc, dans ce sens-là, vous pouvez dire aussi qu'il y a une capacité du libéralisme, en fait, à répondre à la problématique de la diversité, de l'inclusion, de manière
je ne sais pas si c'est plus efficace, mais en tout cas, c'est plus rapide et plus agile. Bintou Traoré, vous vouliez réagir? Oui, moi par rapport vraiment à la thématique, je pense vraiment que pour pouvoir dépasser le communautarisme et aller vers un universalisme, il faut qu'on ait une discussion commune. Il faut que l'universalisme ne soit plus quelque chose d'imposé, il faut qu'on ait plus de relations verticales, mais plutôt des relations horizontales. Il faut qu'on puisse ouvrir le dialogue. Je pense que de tout temps, on a tout le temps discuté, comme le monsieur en a parlé tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de la femme. En Afrique, on a eu en 1236 la charte du Mondaine. La charte du Mondaine, c'était après la formation de l'Empire du Mali par Soundiata Keïta. C'était la première fois que des Africains s'étaient assis pour avoir vraiment une charte commune qui avait vraiment des valeurs de démocratie. Ça parlait d'égalité des sexes, ça parlait vraiment de droits équitables. Donc je pense que de tout temps, on a vraiment discuté de comment on pouvait avoir à travers le monde, dans différentes localisations, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, avoir vraiment des valeurs communes, des valeurs universelles. Et évidemment, ce n'était pas perfectible. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes aptes aujourd'hui avec une certaine mondialisation, avec l'accès à l'information, avec les nouvelles technologies. Nous sommes aptes vraiment à pouvoir déterminer ce que nous voulons comme universalisme. Quelles sont les valeurs que nous voulons promener? Pour moi, il est clair qu'il y a des valeurs sur lesquelles il ne faut pas discuter, comme par exemple le fait de ne pas faire du mal à son voisin, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire du mal. Ça, pour moi, ce sont vraiment des valeurs et je pense que la discussion doit aujourd'hui vraiment être plus horizontale. On doit plus avoir encore un universalisme vraiment de discussion et non un universalisme vraiment imposé. Pour moi, le monde s'en portera mieux. Merci. Je suis désolé, on ne va pas avoir le temps de prendre les dernières questions. Je suis désolé pour les mains qui se lèvent. Je précise, avant de repasser la parole à Chloé pour la conclusion, que Douglas Kennedy vient faire dans cet amphi une masterclass autour de ce livre qu'il vient de sortir, qui s'intitule « Et c'est ainsi que nous vivrons ». Voilà, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez rester à vos places. Et je passe la parole à Chloé pour conclure cette session. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Il me semble que il y a des grandes différences en fait entre le modèle français et le modèle anglo-saxon, et c'est ce qui fait à la fois la richesse de cette conversation et puis qui en donne les limites évidemment. Parmi les éléments qui ont été mentionnés et qui moi m'ont fait le réfléchir, c'est l'opposition effectivement entre l'objectif d'inclusion et l'objectif de diversité et le fait qu'ils puissent entrer en conflit. Donc ça me semble intéressant. Plus généralement, on vit une crise du modèle universaliste, particulièrement en France en tout cas, mais c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de démocraties occidentales, qui est contesté d'un côté par ceux qui considèrent que ce modèle universaliste ne permet pas d'assurer l'égalité et l'inclusion de tous, et puis de l'autre côté, ceux qui considèrent que justement il y a trop de diversité et que cette diversité conduit à un morcellement de la communauté nationale, voire à un séparatisme. Le mot a été employé en introduction. Et donc, dans ce cadre-là, les acteurs efficaces et légitimes ne sont pas les mêmes selon les pays dans lesquels on se trouve. En France, on va considérer que l'État est légitime avant tout, alors qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a énormément de choses qui sont impulsées par les entreprises ou par des coalitions d'entreprises. Ce qui ne veut pas dire que les entreprises ne font rien en France, mais en termes de culture politique, les choses sont quand même très différentes. Et l'un des problèmes que nous avons, nous, en France, c'est qu'on vit une crise de l'efficacité de la puissance publique, une crise de l'école, une crise voilà, qui est en partie liée aux finances publiques, mais pas uniquement. Et c'est sans doute pour ça que le problème du morcellement, de la fracturation de notre pays se pose de manière de plus en plus importante et urgente. Merci à tous.